Nous sommes engagés publics. Bienvenue à un épisode des Engagés publics enregistré devant public, justement. On est au festival Transistor à Aylmer dans le cadre des Journées de l'industrie. Je suis encore en compagnie de Mathieu Lacombe. Ceux qui suivent les Engagés publics, vous comprenez pourquoi je commence comme ça, pourquoi je trouve ça drôle. C'est qu'on s'est rencontrés, Mathieu, au courant des derniers mois. Quelques fois. Hein? 3-4 fois. Oui. Quand on a... Puis merci, hein, le Transistor. Là, merci, Clara. Merci, Julien. C'est vraiment une belle occasion que vous nous offrez. Puis, je suis content d'être là, mais j'avais un petit... Quand ils m'ont dit « Ouais, go, oui, bonne idée, on fait ça », j'étais un petit peu embêté. J'ai dit « De quoi on va parler? » tu sais. Ben, c'est ça, on s'est tout dit. On est comme un vieux couple, on s'est tout dit. J'adore. D'ailleurs, je veux préciser pour les auditeurs que je ne pensais jamais faire un épisode à côté d'une pancarte « Votre gouvernement ». Cet épisode n'est pas commandité par le gouvernement du Québec. Donc, on va prendre bien des libertés. Il n'y a pas de souci pour ce qui est s'il y en a qui pourraient penser que les contenus pourraient être affectés par la commandite, ça ne sera pas le cas. Je ne penserais pas, non. De toute façon, les contenus, ce n'est pas tant moi qui va les amener. Ce que je vous propose, tout le monde ici, on va s'établir quelques règles. On va prendre vos questions. En fait, c'est mieux que prendre des questions, parce que j'ai la prétention, en fait, je n'ai pas la prétention d'avoir, moi, des réponses. Je pense pas que parce que tu es le ministre de la Culture et des Communications que tu as les réponses à tout, puis ça serait un petit peu ingrat de te demander, viens t'asseoir ici, puis réponds à toutes les questions. Puis... Mais je te le dis souvent quand on... Effectivement, parce qu'on s'est parlé à quelques reprises, il y a des réponses auxquelles on n'a pas il y a des questions auxquelles on n'a pas nécessairement de réponse, mais ce qui est toujours intéressant, c'est de discuter. Puis là, à un moment donné, après plusieurs rencontres avec les groupes, tout ça, on arrive à des réponses. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on a automatiquement toutes les réponses. Tout, hein? Non. Ça serait un petit peu... faut la construire ensemble, souvent, la réponse. Bien, on va la construire collectivement. Tantôt, tu nous as invités à une consultation, parce qu'il faut que vous sachiez, chers auditeurs, qu'il y a eu une annonce juste avant. Peut-être tu peux nous rappeler les grandes lignes de l'annonce, hein? Un montant intéressant qui a été octroyé à Transistor pour... Vas-y, c'était quoi exactement? Oui, tout à fait. Pour la production d'un balado, 325 000 Là, je veux être sûr de ne pas massacrer le nom du balado en question. Là, tu l'as tellement bien expliqué tantôt. L'heure de grande écoute. L'heure de grande écoute, c'est ça. Puis, je trouve que c'est intéressant parce qu'on en parlait tantôt. Ça... je ne veux pas dire institutionnalise, mais ça fait entrer, je trouve, le balado de plus en plus étape par étape dans le circuit des œuvres, des produits culturels, des produits de communication, on peut dire, qui sont financés par le gouvernement. Puis ça, je trouve que ça amène encore plus de légitimité à une industrie. On se faisait un clin d'œil tantôt. Parlons d'industrie à une industrie qui est en plein essor puis qui touche beaucoup les jeunes. Fait que je trouve que c'est intéressant. Mais ça, cette notion-là d'affirmer haut et fort, puis là, on est devant les gens de l'industrie, que c'est effectivement une industrie. Je pense qu'on peut le réclamer, le dire, l'affirmer sans peur, sans crainte. Oui, tout à fait. C'est vraiment le cas. La discussion aujourd'hui, de la façon que j'aimerais qu'on l'oriente, c'est justement de quelle façon cette industrie-là, on s'assure que nous, au Québec, comme collectivité, on suit la parade. Commentaire, qu'est-ce qu'on peut faire au point de vue, par exemple, de la formation, au point de vue de la législation, au point de vue des financements, des modèles d'affaires, pour justement être à jour de ce côté-là. Tu sais, on n'a pas à la faire la démonstration que le balado est viable. Bien, je pense tout à fait. Puis si les gens ont besoin d'être convaincus, bien, je pense qu'ils peuvent ouvrir les applications, puis aller d'abord écouter, c'est une chose, puis après ça, regarder les résultats, parce que tout ça est quantifiable. Ça touche énormément de gens. Puis je le disais tantôt hors micro, avant la captation, mais c'est particulier. On était à Gatineau, dans le secteur Aylmer, dans le Vieux-Aylmer. Ici, aujourd'hui, la Maison de la Culture, ici à Gatineau, le directeur me dit souvent à quel point ce phénomène-là, qui est maintenant beaucoup moins, j'allais dire beaucoup moins marginal, ce qui voudrait dire qu'il est encore marginal, donc c'est pas la bonne façon de le dire, mais ce phénomène-là, qui auparavant peut-être était marginal, méconnu, il est très populaire auprès des jeunes. Puis il est capable, Steve, à la Maison de la Culture, de remplir la Maison de la Culture de gens qui viennent assister à l'enregistrement de balado. Donc, tu sais, à un moment donné, si on doute de la popularité ou si on doute de l'utilité, ben, je pense qu'il y a des éléments qui ne font pas mentir. Là. Donc, ça, je pense
ça en serait un, moi, si je pouvais si je me permettais. Un premier message que j'aimerais transmettre, c'est que là, l'étape n'est pas à démontrer que c'est viable. L'étape est à construire, à se tourner les manches et à travailler pour que tout ça, pour qu'on prenne notre place dans l'écosystème médiatique au Québec, partout. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble, qu'on vous trouve un peu, qu'on communique à Mathieu quelques préoccupations, qu'on pose des questions. Tout le monde est invité à participer. Il y a un micro qui est juste là. On a à peu près 45 minutes, Mathieu. Je vais tenter de gérer le temps à travers ça. Il faut que les gens nous posent des questions parce que c'est tout le temps la même affaire. Au début, les gens sont gênés. Mais là, il faut que vous nous posiez des questions parce qu'on n'a plus rien à se dire. Bien, j'en ai quand même. Aidez-nous. J'en ai quand même. Okay. En fait, on pourrait commencer avec ça. Commençons par nous faire un peu une mise à jour. Là. On en est où? Là? Je sais qu'il y a plusieurs. Il y a des gens du ministère de la Culture et des Communications dans la salle. Bonjour, Marika. Je suis très content que tu sois là, que tu sois avec nous. Je sais qu'il y a aussi quelqu'un de la SODEC que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Bonjour. Salut. On aura certainement l'occasion de se parler plus en détail. Mais là, on en est où? Là, ça évolue comment, les structures de financement? C'est un peu ça, mon message, hein, quand je disais tantôt. C'est pas le temps de démontrer que c'est viable. Là, c'est le temps de travailler puis de se doter d'une structure de financement qui va faire qu'on va avancer. On en est où? Bien, je dirais peut-être deux choses. La SODEC, par exemple, le ministère, on est le CALC, on est déjà, le Conseil des arts et des lettres du Québec, on est déjà dans une discussion, je vais dire, sur le balado. C'est pas comme si on n'en parlait pas, c'est pas comme si on attendait absolument des travaux de fond sur le modèle de financement pour être capable de poser des gestes. Je pense que l'annonce d'aujourd'hui, par exemple, c'est pas étranger au fait qu'on veut envoyer des messages. C'est important de le faire. Donc, il y a ce travail-là, qui, je dirais, est comme le travail de la vie de tous les jours, qui est correct, mais qui n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas un travail de fond. Donc, il y a ça, premièrement. Puis sur les programmes, tout ça, il y a du travail qui se fait aussi. Mais à côté, il y a le travail davantage de fond qu'on doit faire sur l'ensemble de l'écosystème dans l'industrie. On parle principalement de l'audiovisuel, des films, des séries télé, mais je veux aussi qu'on parle des balados. Donc, ce sera un sujet qui sera à l'ordre du jour. De ce groupe de travail, de cette commission, bref, on est en train de finaliser les derniers détails. Je ne sais pas exactement encore comment ça s'appellera, mais ce sera un groupe de personnes. On a un budget important de plus d'1 million de dollars qui va leur permettre, pendant la durée de leur mandat, de parler à tout le monde au Québec, puis de se demander, bien, si on partait d'une page blanche aujourd'hui, comment on l'écrirait, ce modèle de financement-là, parce qu'on est dans un univers numérique. Le système qu'on a, je le dis souvent, il date d'une époque où Internet n'existait pas. Il est hérité d'une époque qui est révolue complètement. J'étais pas né. À chaque fois que je dis que tu n'étais pas né, je ne pense pas que je me trompe en disant ça. Parce que moi, hein. Oui, mais tu n'étais pas si vieux que ça. Donc, tu sais, c'est... Je pense pas, mais c'est hérité d'une époque où on était probablement pas né. Donc, il faut le revoir puis se dire, ben effectivement, si on partait d'une page blanche, qu'est-ce qu'on ferait? C'est sûr que c'est pas facile, mais je disais tantôt, ça tombe bien, on est payé pour faire des choses difficiles, mais il faut le faire aussi en pensant à ce qui relève d'Ottawa, parce qu'il y a une partie, évidemment, des fonds qui viennent d'Ottawa. Il y a des éléments comme le droit d'auteur qui relèvent d'Ottawa. Mais en même temps, on a aussi notre compétence là-dedans. On a nos organismes, nos bras financiers, par exemple la SODEC, le CALC, on a les crédits d'impôt du gouvernement du Québec, les programmes de financement du ministère de la Culture et des Communications. Bref, tout cet écosystème-là, comment on s'assure qu'il est adapté à l'univers numérique. On efface, puis on recommence. C'est un peu le mandat que je vais donner au groupe. Donc, ils vont aussi penser au balado. Puis l'annonce va se faire, là, je dirais, j'ai bon espoir que ça se fasse ce printemps. Puis, il y a eu ce comité-là, hein, comité conseil sur la découvrabilité des contenus. Oui, ça, c'est un autre dossier, mais oui, effectivement, ça, je l'ai annoncé. Ouais. Dans le prochain comité, il me semble que je verrais des créateurs de contenu, je verrais des moins de 30 ans aussi à l'intérieur du comité. Est-ce que vous avez déjà des orientations pour la composition de ce comité? Oui, tout à fait. Bien, c'est drôle parce qu'effectivement, je comprends qu'au niveau du message, quand j'ai annoncé le comité sur la découvrabilité, mon groupe d'experts, bon, les gens se disaient un comité sur la découvrabilité parce qu'on veut que nos œuvres rejoignent davantage les jeunes dans l'univers numérique. Puis c'est composé de gens qui ont tous plus que
je veux vieillir personne dans le groupe, mais disons 50 ans. Ça avait fait réagir, mais en même temps, ce groupe-là avait un autre mandat. Ça me prenait des experts, puis c'était beaucoup sur les questions constitutionnelles. Donc, c'est quoi la compétence du Québec? Est-ce qu'on a les moyens constitutionnels de déposer un projet de loi chez nous? Bonne question. Le travail à faire avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'UNESCO, ça prenait des experts. Donc, pour moi, l'âge, là, c'était pas important. Mais, ça, c'est un autre dossier. Le dossier sur le financement, puis sur le modèle de financement, la chaîne de financement que j'appelle, du moment où quelqu'un a une bonne idée jusqu'à ce que cette idée-là soit diffusée, peu importe la plateforme, bien là, oui, ça va nous prendre des jeunes parce que, en fait, ça va nous prendre un mélange, puis on est en train de travailler sur la conception du groupe. Ça prend des gens qui ont j'ai envie de dire, une autorité morale aussi, là, qui ont une certaine expérience, qui sont capables de fédérer tout le monde dans l'industrie. Qui ont le respect des gens de l'industrie, mais ça prend aussi des jeunes pour leur donner un peu de pied dans les tibias. Oui, c'est ça. Puis les jeunes arrivent souvent, eux autres, ils n'ont pas été construits par ce système-là. Puis ils sont un peu prisonniers parfois avec leur entreprise naissante de ce système-là, je disais, hérité d'une autre époque, parce qu'eux n'ont pas fait fortune dans ce système-là. Eux, ça ne les a pas construits. Donc là, ils veulent un peu en sortir. Fait qu'on va faire un bon mélange des deux. Parce que c'est ça la crainte, là, quand tu es un créateur de contenu, que justement tu as vécu toute cette évolution-là, que ça a été tout pris pour être pris au sérieux. Puis là, on voit des groupes se créer. Puis là, tantôt, tu l'as fait mention, là, il va y avoir des gens de la télé, du cinéma, de l'industrie plus traditionnelle. Écoute, c'est fou. Je parlais l'autre fois avec Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre, qui est une des chaînes québécoises, peu importe le contenu, c'est pas de ça que je veux parler, qui a une des chaînes québécoises les plus... c'est à coup de millions, les vidéos. Il est en train d'ouvrir un studio à Québec où il va engager 8 à 9 personnes. C'est un média, là. Les médias traditionnels mettent du monde à pied et des petits médias émergents comme ça commencent à apparaître. Il n'est pas capable de se trouver un assureur parce qu'aussitôt qu'il dit YouTube, tout le monde s'en va en courant. Les structures de financement, c'est la même affaire. À chaque fois que le monde comprend, un créateur de contenu, t'es influenceur. Et là, comment? Puis je le sais que c'est pas... Puis là, je pose la question, puis c'est pas pour toi comme ministre seul, mais puis j'ai le goût de la lancer, vraiment la question à tous. Comment on va s'assurer que la collectivité suive? Tu sais, autant, là, je parlais des assureurs, c'est fou, je te le dis, là, gros parcours du combattant, là. Trouver un assureur qui va accepter d'assurer et les locaux et les propos potentiels, c'est pratiquement impossible. Fait qu'on va la lancer, la discussion, puis je serais curieux de vous entendre, puis amenez-les vos propres questions. On va parler de toutes sortes de choses aujourd'hui. On peut parler de découvrabilité, on peut parler de modèle d'affaires, j'y tiens, je pense que ça, c'est important. On va parler de l'aspect législatif, tu l'as amené tantôt. Donc, c'est ouvert, la discussion est ouverte. Ce que je vais vous demander, parce qu'on a quand même besoin d'encapsuler un épisode, bien, c'est de rester à l'écoute pour ne pas poser 2 fois les mêmes questions. Si vous trouvez des réponses dans la question d'un autre, bien, merci de laisser la place pour les autres. Mais sinon, je n'ai pas pour collaborer. Puis là, je pense, on a-tu déjà quelqu'un qui serait prêt à... ce que je vais vous demander pour le bien de l'épisode, je pense que vous n'êtes pas à l'écran, ce serait de vous nommer. Puis simplement poser votre question, puis aussi préciser vers qui se dirige la question. Puis s'il y a des gens dans la salle qui ont envie de réagir à la question, levez la main. Oui, c'est ça. Ah! Gênez-vous pas, faites-le. Puis mais levez la main, tout ça, puis on va organiser ça de façon là, organique. Allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom c'est Steven Boivin, je suis conseiller municipal du district d'Aylmer. Je me pars un nouveau balado. Puis on cherche un peu de contenu là, pour le nourrir. Ça s'appelle « Où devrait-on mettre un hôpital? » Puis je me demandais... Quoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. C'est une blague régionale que je comprends très bien. Ouais. Moi, là, on a besoin de contexte. Elle est quand même bonne. Mais c'est pas ça ma vraie question. On se croirait au conseil municipal de Gatineau, mais t'es pas dans le même rôle, là, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Non, j'ai une vraie question. En fait, c'est... oui, je suis au conseil municipal de Gatineau, puis on a souvent, le gouvernement provincial, les gouvernements municipaux, des rôles qui sont partagés. On pense à l'itinérance, par exemple, ou on pense au transport en commun, mais la culture, c'est quelque chose que vous financez, que nous, on finance aussi. Ma question, c'est comment on peut mieux travailler en tant qu'instance gouvernementale pour contribuer à la culture? Comment on pourrait mieux travailler ensemble? Je pense qu'on travaille quand même bien. Dans plusieurs, on a des collaborations, on a des programmes conjoints, etc. Mais selon toi,
comment on pourrait mieux travailler ensemble pour nourrir cet épanouissement-là de la culture? Municipal versus national. Ensemble, en fait. Pas versus, ensemble. Pas versus, ensemble. Puis est-ce qu'on peut ajouter un petit bout fédéral à ça? Bien, gardons ça simple. Gardons ça simple, allons-y municipal, même si parfois il y a aussi des défis, mais en culture, je pense que ça va bien. Puis on a de super outils aussi là, qui nous permettent, tu sais, d'avoir des projets en commun. Gatineau, par exemple, comme beaucoup d'autres municipalités, a une politique culturelle. Vous venez d'ailleurs de la présenter. Je pense que c'est important d'avoir une collaboration, effectivement, lorsque, par exemple, vous travaillez sur une politique comme celle-là. Mais un des outils que j'ai particulièrement en tête, c'est nos ententes de développement culturel. Ça, je pense que là, on est là-dedans en ce moment. On est dans une année transitoire, mais on va avoir à négocier les nouvelles ententes de développement culturel. Puis je pense que c'est un formidable outil parce que ça nous permet d'être flexibles. Puis je pense que la flexibilité, j'en parlais tantôt avec quelques-uns d'entre vous, la flexibilité, c'est l'outil qui est le plus efficace parce qu'on est capable de financer pas tout ce qu'on veut, mais à peu près tout ce qu'on veut financer avec nos ententes de développement culturel en respectant évidemment les critères qui sont là. Mais je pense que oui, ça c'est un outil. Quand il y a du travail sur les politiques culturelles, travaillons ensemble. Puis j'ai envie de dire, je pense que Québec doit montrer l'exemple aussi là, avec justement la révision de ses programmes, toujours être orienté vers l'avenir, puis écouter ce qui se fait sur le terrain. Mais en tout cas, si les gens ont d'autres propositions sur la façon dont on pourrait mieux collaborer, moi, je suis toujours preneur, mais je trouve que contrairement à d'autres dossiers comme le transport en commun, par exemple, je trouve qu'en culture, on s'entend bien, les municipalités puis le gouvernement du Québec. Il n'y a pas le lobby des municipalités. Ben, chérissons ce qui fonctionne bien. Je suis heureux de cette belle relation avec les maires et mairesses en matière de culture. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir à quel point les municipalités s'impliquent en balado. Ben oui. Ils en commandent, ils en financent. Ah, ben écoute, là, peut-être que tu me l'apprends un peu. Je ne savais pas que les municipalités. Je pensais que tu allais nous en parler. Oui, je pensais que tu allais dire plus globalement en culture. Les culture, mais même en balado, précisément. Je sens cet appétit-là. Tu sais, je parlais des ententes de développement culturel. Anne-Marie du ministère est là. Les municipalités sont vraiment en demande par rapport à nous. Puis c'est un véhicule, les ententes de développement culturel, dans lesquelles nous mettons de l'argent, les municipalités en mettent, puis on finance conjointement des projets qui sont sélectionnés. Et évidemment, je dis évidemment, c'est pas une évidence, mais c'est une constatation. Même, hein? Les municipalités veulent mettre plus d'argent là-dedans. Continuez. Moi, ça me rassure, même que là, bon, c'est OK. Est-ce qu'on est capable de suivre? T'sais? Fait que c'est une bonne nouvelle, je trouve, parce que les municipalités sont vraiment mobilisées, puis il n'y a pas de désengagement en disant c'est à Québec de financer ça. Les municipalités veulent mettre de l'argent. Parce que ça marche. Parce que ça marche, je pense. Ça anime le territoire. Dans une ville comme Gatineau, je pense que le département de la culture fait un superbe travail, puis c'est un outil de développement. La culture, c'est un outil de développement, j'ai envie de dire, social, économique. Quand on regarde ce qui se fait au centre-ville, d'ailleurs, je peux donner cet exemple-là. Le Sentier culturel, ça a été un superbe exemple de collaboration entre le gouvernement et la ville pour le financement de ça, puis ça contribue à revitaliser une partie du centre-ville. Fait que, bref, les municipalités sont très engagées. Puis au niveau du balado aussi, j'imagine, là, j'avoue que j'ai peut-être moins les détails à ce niveau-là. Quand tu dis, tu parles de souplesse tantôt, ce qui est important, ça va être la souplesse. Honnêtement, j'ai de la misère à le figurer, surtout dans un contexte gouvernemental. Concrètement, c'est quoi de la souplesse? Alors qu'on est habitué à se faire toujours rediriger vers des formulaires. Donc, ça serait quoi un exemple de souplesse? Bien, c'est difficile pour moi de donner un exemple de ce que ça pourrait être appliqué dans le modèle de la culture parce que il faut faire ce travail-là. Puis je disais tantôt, justement, on parlait avant le balado, quelle forme ça prend? Est-ce qu'il faut reconnaître, si on parle du balado, est-ce qu'il faut le reconnaître comme une catégorie à part entière? Est-ce que à qui il y a du financement de réservé? Ouais, okay. Est-ce qu'il faut plutôt faire tomber les murs entre les catégories, puis se dire entre les disciplines, entre les différentes industries, puis avoir des programmes qui sont plus, en avoir moins, mais qui soient plus flexibles? Regardez la liste des programmes de la SODEC, du Calque, puis du ministère, additionner tout ça ensemble,
puis essayez de comprendre quelque chose, vous allez saigner du nez. Là. Puis moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de faire ce genre de commentaires-là. Le ministre mais honnêtement, je le dis parce que c'est une évidence. Je pense même que les gens de la SODEC trouvent qu'ils ont trop de programmes, puis les gens du CALC, puis au ministère aussi. En même temps, c'est parce qu'on veut toujours répondre à des besoins précis. Ça part d'une bonne intention, mais à la fin, je pense que la flexibilité est mère de bien des solutions. Là, je vais te ça dire. commence par les orientations, donc la flexibilité. C'est ce que je comprends. Ça commence par la façon dont les programmes sont... les orientations, oui, qui mènent après ça à la façon dont sont conçus les programmes, puis la façon dont on les travaille avec le Conseil du Trésor. Puis là où j'allais, c'est de dire, je ne peux pas te dire exactement, en culture, ça pourrait ressembler à quoi à l'heure actuelle. Je donne les grands principes derrière la réflexion. Mais je peux te donner d'autres exemples. Pensons au ministère des Affaires municipales, par exemple. Parce que, bon, tu nous dis, le gouvernement, est-ce qu'il est capable d'être flexible? Bien, dans d'autres programmes, on est flexible, puis on donne du pouvoir aux communautés. Pensons au Fonds Région Ruralité, par exemple, où le gouvernement octroie des sommes d'argent aux différentes régions dans des fonds, et les régions déterminent leurs priorités elles-mêmes. Les préfets et les préfètes sont autour de la table. En fonction de ces priorités-là, font des appels de projets, la communauté dépose des projets, puis c'est eux qui décident les projets qui sont financés. Puis on parle de plusieurs millions de dollars dans chacune des régions du Québec. Ça, c'est flexible. Ça nous a permis, là, c'est pas en culture, il y en a parfois en culture, mais ça nous a permis de financer des projets qui cadraient dans aucune petite case ailleurs. Là. Donc, on est capable d'être flexible quand les programmes sont réfléchis pour être flexibles. Ben voilà. Puis je pense que dans un univers comme celui qu'on connaît, la flexibilité... Flexibilité, c'est important. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en route? Vous n'allez pas me laisser tomber. On fait un atelier parfait. Je vais, juste avant de prendre la question, excuse-moi, on va y aller tout de suite. Mais je voulais juste être sûr. C'était pas pour prendre tout de suite une question, c'était pour être sûr qu'il y en a qui se préparaient. Puis sinon, de vous dire, préparez des questions, les amis, parce que ça s'en vient. Mais parce que j'avais juste parce que ça s'enligne super bien avec ce que tu es en train de nous dire sur les modèles de financement. C'est difficile un modèle qui est basé sur un financement par projet. L'industrie souhaite des choses structurantes, d'avoir des financements, mais un peu comme ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui. Puis là, je veux pas, je t'envoie une POC pas à peu près, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion-là là, de financement par projet versus des projets de fonctionnement, des projets structurants qui vont permettre justement de financer une industrie et non de financer des projets. Est-ce que c'est justement dans vos grandes orientations? Bien, c'est une bonne question, mais en fait, ça, c'est un peu un financement par projet dans le sens où on finance un projet particulier, mais je reviens à la flexibilité. Soyons flexibles dans la façon dont on rend admissible ce financement, parce que si on est flexible, si on ne demande pas une reddition de compte qui s'en va nulle part à vitesse de la lumière, là, dans le sens où on fait juste remplir des documents pour remplir des documents, bien, à un moment donné, ça va être plus simple. Puis c'est un peu ça, quand on parle de financement à la mission versus financement par projet, ce qu'on se fait souvent reprocher avec le financement par projet, c'est le manque de prévisibilité, oui, mais c'est la lourdeur dans tous les papiers qui doivent être remplis. À aller chercher des financements de projets. Si c'est plus simple puis que c'est moins administrativement lourd, bien, je pense qu'on vient de régler une partie du problème. C'est sûr qu'en même temps, je ne vous dirai pas juste peut-être ce que vous voulez entendre. C'est sûr que dans une industrie comme celle-ci, c'est peut-être difficile d'arriver avec du financement à la mission. On ne parle pas nécessairement d'OBNL. On parle... C'est peut-être plus compliqué. Mettons-le mais dans du financement l'équation. par projet, simplifié, plus flexible, moi, je pense qu'on peut atteindre un objectif qui est tout aussi intéressant. Donc, c'est le temps, excuse-moi pour tantôt, je ne voulais vraiment pas couper ton élan. Donc, peux-tu commencer par te nommer, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Coralie, je suis réalisatrice indépendante de podcast. En fait, ma question, je pense que c'est vraiment quelque chose qui habite pas mal le milieu. Là. Vous en avez parlé de la découvrabilité, puis plutôt, il y avait un invité sur le panel qui parlait d'utiliser les écoles comme moyen pour la découvrabilité. Il y a d'autres personnes aussi qui ont parlé du fait que, justement, plus on intéressait les jeunes à la culture, que ce soit des œuvres en balado, en théâtre, en cinéma, plus ils vont avoir tendance, étant plus vieux, à comme
consommer cette culture-là québécoise. Je pense que c'est quand même quelque chose que vous êtes sensible. Je suis ministre responsable de la jeunesse aussi. Ça. Bon. Fait que je me demandais, tu sais, l'idée, tu sais, parce que c'est le fun de créer des œuvres, avoir du financement pour créer des œuvres, mais ce qui est encore plus le fun, c'est quand il y a des gens qui les écoutent par la suite. Puis je me demandais, est-ce que ce serait pas quelque chose de faisable de faire un espèce de genre de passeport ou donner du financement aux écoles pour faire comme, il y a des... On va aller voir des pièces de théâtre, on va aller voir des écoutes publiques de balados, on va, tu sais, comme, ça l'existe-tu, ça peut-tu, tu sais, puis je pense même aux gens qui sont en francisation, qui pourraient profiter de, comme, tu sais, en tout cas, bref. Débrouillez-vous avec cette question. Merci. C'était une excellente question. Oui, bravo, puis j'aimerais qu'on t'applaudisse. Bravo. Coralie. Parce que c'est tellement une bonne idée qu'on est en train de la faire, l'idée. On est en train de la réaliser. C'est ce qu'on appelle le passeport culturel, qui existe dans certains pays, en France, par exemple, et qui est un succès parce que ça nous permet, justement, ça va nous permettre, à terme, d'offrir un passeport aux jeunes avec une somme d'argent qui n'est pas encore déterminée. On est en train de travailler là-dessus, mais ça va leur permettre de pouvoir se procurer des produits culturels québécois. Ça, c'est une distinction à faire avec la France. En France, ils ont décidé de ne pas faire de distinction sur le type de produit. Donc, les jeunes peuvent aller voir un spectacle qui vient, en fait, d'ailleurs, ou acheter des livres en anglais, par exemple. Dans notre cas, on veut vraiment que ce soit axé sur la culture québécoise, donc en français. Et effectivement, à terme, ça va s'appliquer au théâtre, ça va s'appliquer à la littérature dans nos librairies, je dis au théâtre, aux arts vivants, plus globalement. On veut que ça s'applique le plus largement possible. Puis c'est concret, là, c'est plus qu'une bonne idée. Il y a des sommes qui ont été provisionnées dans le budget. Dans les 2 derniers budgets, on avait des sommes pour mettre le passeport sur pied, donc la solution technologique. On est en train d'y travailler. Puis je dirais que dans le prochain budget, qui va être le budget, là, on est en 2024. Oui, mars 2024, donc mars 2025, on devrait arriver avec le budget où là, on aura l'argent pour le mettre l'argent sur le passeport puis être capable de distribuer ça. 1 an, le passeport? C'est-à-dire, si on a l'argent l'année prochaine, on parle peut-être de la dernière année de notre mandat où on mettra ça en vigueur. Fait que, oui, il faut mettre nos jeunes en contact avec la culture. Puis je prends peut-être 1 minute pour faire un pas de recul puis dire il faut en faire plus. Il faut en faire plus pour nos jeunes. Je trouve qu'on n'en fait pas assez pour nos jeunes. Je trouve qu'on ne produit pas assez de films jeunesse. Je trouve qu'on ne produit pas assez de séries jeunesse. Je trouve surtout qu'on n'en diffuse pas assez sur les ondes. On doit les rendre, ces séries-là, ces films-là. Oui, Daniel est d'accord avec moi. On doit les rendre plus découvrables sur les grandes plateformes. Et je vous dis très franchement, je pense qu'il va falloir qu'on donne un coup de barre très sérieux et qu'on investisse massivement dans cette relève culturelle parce que je pense qu'on est en train de perdre une génération. Et si on perd cette génération-là, tu as tout à fait raison. C'est une génération qui va grandir en ayant été coupée de sa culture, qui va avoir des enfants, qui va élever ses propres enfants avec une culture qui n'est pas la culture québécoise. Puis j'étais sur un plateau, ça fait un peu bourgeois à dire, mais j'étais sur un plateau en France dans la mission, puis ils me questionnaient là-dessus. Puis ce que je leur ai dit, c'est... Excuse-moi, c'était quoi la question? Ils me posaient on parlait des jeunes, justement, puis je leur disais, imaginez si on perd une génération, c'est une génération qui, quand elle aura des enfants, va leur chanter quoi quand ils vont se coucher? Ce ne sera plus des berceuses québécoises. Ils ne leur liront plus des livres québécois avant de se coucher. Ils n'écouteront plus des films québécois classiques à Noël. Ils n'écouteront plus de la musique en français. Puis ça, ce serait dramatique. C'est une façon un peu négative de le tourner. Je pourrais peut-être le tourner positif en disant qu'il faut poser des gestes pour que les livres soient lus en français, qu'on écoute de la musique en français avec eux, mais il faut absolument investir massivement. Puis je suis aussi en train je m'avance un peu en disant ça, mais je suis en train de voir avec mon équipe, le ministère, avec Louise à la SODEC, avec le Conseil des arts et des lettres, avec nos sociétés d'État, nos musées, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quand on va au Musée national des beaux-arts à Québec, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'avantage au-delà des sorties scolaires? Au-delà du fait qu'on peut se cacher derrière les sorties scolaires et dire on invite les enfants dans ce monde d'adultes où on leur fait comprendre ce que c'est les beaux-arts. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'exposition qui parle aux jeunes?
pour les jeunes qui sont dans des mots qu'ils comprennent, avec des images, des moyens qu'ils comprennent. Comment ça se fait? Par et pour. Par et pour. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Bien, il faut investir dans ces produits-là. Donc, en tout cas, je m'arrête là, mais on est en train d'y réfléchir très sérieusement, puis ça demanderait un coup de barre important, mais je pense que ce coup de barre-là, il faut le donner. Moi, ce que je retiens, il y a deux choses que je retiens dans ça, puis cette notion-là d'accompagner les jeunes, pas seulement à consommer du contenu. Déjà, pour qu'il y en ait du contenu québécois qu'ils puissent consommer, il faut qu'il y ait des créateurs de contenu. Donc, accompagner les jeunes, la relève, justement, les jeunes créateurs de contenu pour... Tu sais, tu m'as déjà entendu utiliser l'expression « souffler sur cette braise-là » pour que le feu pogne. Mais pourquoi tantôt, je t'ai demandé la précision sur la question... parce que j'étais curieux, c'était-tu des Français qui te posaient la question? Parce qu'eux, ils l'ont pris de corps, leur... Oui, tout à fait. C'était plus général. Là, c'était Patrick Simonin sur son plateau à Paris qui me posait la question sur TV5 Monde. Mais c'est sûr qu'en France, oui, ils ont pris cette question-là à bras-le-corps. Puis tantôt, tu parlais de YouTube, par exemple. Mm-hmm. Mais ça, c'est une autre discussion que j'ai avec les équipes. Puis, je parle souvent de la SODEC, du CAL, qui sont nos deux bras financiers. Mais il y a toutes nos sociétés d'État aussi. Il y a Télé-Québec, évidemment. Puis, c'est sûr qu'il y a une certaine crainte d'aller vers les plateformes comme YouTube, de mettre notre contenu là, parce qu'on en perd en quelque sorte la paternité ou en tout cas le contrôle. D'une certaine façon, on n'a pas accès de la même façon aux données. Et ça, c'est une crainte. Mais en même temps, les jeunes sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de les convaincre de se rebrancher au câble puis d'écouter la télé, puis que leur émission va passer à 18h, puis que ça va être là ou jamais? Ou est-ce qu'on s'adapte, puis on dit, bien, c'est comme ça maintenant, puis c'est à nous de nous adapter pour que peu importe la plateforme où ils vont aller, ils vont tomber sur notre contenu. Est-ce que c'est normal que mes jeunes qui écoutent, puis là, je suis pas... Bien, c'est ça, parce qu'on se parle tout le temps, mais... Est-ce que c'est normal que quand mes jeunes... Parce que oui, je les laisse aller sur YouTube, je suis ce genre de parent-là. Est-ce que c'est normal qu'ils tombent sur à peu près aucun contenu québécois parce qu'ils ont fait rapidement le tour de la famille Ventura, là? Fait qu'à un moment donné, on tombe sur le contenu français, puis ça, il y en a, parce qu'il y a eu des investissements massifs. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est concret, là. J'ai mes enfants dans ma maison qui me parlent en français de France, là, avec des expressions qui viennent de la France. Puis là, c'est fort, là, ce pouvoir-là, puis cette influence-là d'une culture. Puis je dis souvent, la culture, c'est pas juste la langue. La langue, ça nous unit, mais qu'est-ce qui nous différencie des Français, des Africains qui parlent la même langue? Bien, c'est nos références culturelles, c'est justement notre vocabulaire, la façon dont notre humour. Fait qu'est-ce que c'est normal? Moi, j'ai un malaise, pas parce que c'est du contenu français, mais parce que nous, on n'est pas là. Puis on n'est pas là parce que on ne finance pas, on n'appuie pas financièrement, puis on ne le fait pas parce que le système date d'une autre époque. Puis c'est pour ça qu'il faut le changer. Est-ce que on va y travailler. Est-ce que les écoles suivent? Est-ce qu'il y en existe? Ouais. Hey, écoute, je parlais avec Vanessa Destinée l'autre fois, puis elle est à l'école de l'humour parce que justement, elle veut être elle veut acquérir des connaissances puis des compétences pour faire de plus en plus de médias numériques. Puis là, j'écoutais ça et je me disais, ça passe par l'école de l'humour. Tu sais. C'est quoi les infrastructures de formation qu'on a? Est-ce que nos écoles sont prêtes à justement à venir supporter ce grand virage-là? Il faut inonder les plateformes de nos contenus. Encore faut-il que nos jeunes apprennent les bonnes choses. Avec l'intelligence artificielle, je pense à une jeune fille qui se prépare à aller en montage vidéo, puis je suis comme, il va pas là. Tu sais, c'est inquiétant. Est-ce qu'on... Parce que j'ai pas toujours l'impression que on est prêt. Bien, écoute, je trouve qu'on en met beaucoup sur les épaules de l'école. Peut-être que là, on a une petite divergence, mais je pense que c'est organique. Là. Donc, selon ça serait prêt, tout ça? C'est-à-dire, je pense pas nécessairement... Je pense pas que c'est le rôle particulièrement de l'école d'expliquer à nos jeunes comment fonctionnent les plateformes et tout. Les jeunes, ils sont dans une grande proportion, très jeune âge, exposés déjà à ces technologies à la maison. On est tout le temps sur nos cellulaires. Ils prennent nos téléphones, les tablettes. Donc, ils apprennent ça à la maison. Fait que je pense que comme parents, il faut aussi se responsabiliser. Ça, c'est la première chose. Mais après, si le contenu est là,
ben, ils vont le trouver, le contenu. Puis si, comme gouvernement, on est capable aussi d'agir sur les grandes plateformes pour influencer, je suis toujours prudent en disant influencer l'algorithme, là, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, mais de mettre un cadre pour que notre contenu à nous, sur notre territoire, soit mis de l'avant. Puis là, je fais le détour en disant qu'il faut s'allier avec les autres pays dans le monde pour le faire. Mais si on fait tout ça, ben, ils vont l'apprendre à la maison, ils vont être exposés à notre contenu, puis on va régler le problème d'une certaine façon. Je retiens que tu as dit avec les autres pays. Puis, je aussi précise qu'il y avait dans les 32 recommandations du comité, justement, un projet de loi pour justement, arriver sur cet aspect. Travail, oui. Ouais. Excusez-moi, je l'avais pas. C'est quel move, là? C'était Bonjour, parfait, parce que je ne l'aurais jamais vu. On a une question, donc merci de vous présenter. Oui, alors, Stéphanie Brullier de la Fabrique culturelle Télé-Québec. En fait, je prends la balle au bon pour les écoles parce que, par exemple, à la Fabrique culturelle, on a Télé-Québec en classe et La Clé, qui sont des programmes pour les écoles. Et justement, dans les écoles primaires, présentement, avec les tableaux interactifs, on a vraiment on voit une réceptivité très, très grande des enseignants par rapport au contenu que Télé-Québec propose. On a des trousses, on a plein de choses, puis c'est vraiment interactif. Là, c'est plus au niveau primaire, évidemment, mais on va justement chercher cette tranche d'âge-là avec du contenu qui est fait par Télé-Québec et beaucoup par la Fabrique culturelle pour aller les chercher, pour les aider là-dedans. Donc, oui, dans les écoles, c'est une façon de transmettre, c'est une façon d'aller rejoindre les jeunes. Moi, où je trouve que c'est le plus difficile, c'est au niveau secondaire, parce que c'est là, on a beau dire, puis je pense qu'effectivement, il y a un investissement à faire à ce niveau-là, parce que pour nous, dans toutes les études de marché qu'on peut faire, c'est la tranche d'âge, là, 13, 18, là, qui est la plus difficile à aller chercher. En fait, il faut aller où est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ne viendront pas. Moi, si je peux me permettre, je profite qu'il y ait quelqu'un de Télé-Québec ici. J'ai un rêve ultime de voir Télé-Québec grandir, exploser comme plateforme de diffusion. Parce que pour travailler justement en parallèle avec ces différents défis-là, oui, on va être sur YouTube. Parce que c'est un incontournable. Tu l'as tout dit tantôt. On le sait ce qui arrive. On l'a vu. On a eu quelques indices sur ce qui arrive quand les géants étrangers possèdent nos données. À un moment donné, on peut se retrouver rapidement. Mais si on développait en parallèle la force de nos plateformes, moi, je trouverais ça extraordinaire. On est en train de développer la force de nos plateformes. Puis on a investi, là, pas dans le dernier budget. L'autre d'avant, 101 millions. Oui. Là, on vient de remettre un 20 millions. Oui. Le 101 millions, c'était pour de la production jeunesse, n'est-ce pas, Daniel Coutu? Et là, 20 millions pour du contenu, c'est toujours adulte, mais je devrais dire grand public. Ça induit en erreur. Donc, du contenu grand public. mais oui, il faut continuer. Puis, tu sais, il y en a qui nous suggèrent, puis là, je ne dis pas que c'est la solution, mais il y en a même qui nous disent, est-ce que Télé-Québec ou BANQ, d'autres nous disent ça, devrait aussi, dans tout le chantier qu'on va entreprendre sur le financement des œuvres, est-ce qu'on devrait se dire, après, je ne sais pas, 10 ans, les œuvres qui sont financées à 80 par, je parle des films, des séries télé, est-ce qu'elles devraient devenir libres de droit? Est-ce qu'elles devraient être totalement accessibles à Télé-Québec, à BANQ, pour que tout le monde puisse... Tu sais, ça sort là, dans les médias ces jours-ci, des films auxquels on n'a pas accès. Moi, je dis ça à tout le monde que je rencontre depuis un an. Ça n'a pas d'allure. On ne peut pas tolérer ça. Il faut travailler. Fait que je suis content de voir que c'est en train de converger là, comme idée. Mais on est en train de travailler sur une plateforme qui va changer. La plateforme de Télé-Québec est en mouvance. D'évoluer. Elle va évoluer. C'est sûr qu'il y a on a beaucoup de redditions de comptes au gouvernement à faire. Ce qui fait que d'ici 1 an et demi, 2 ans, devrait voir le jour. Beau potentiel à malaise, hein? On est oui, c'est ça, le Télé-Québec règle ses comptes sur le plancher. Mais non, mais blague à part... Sérieusement, ça va être super. On travaille là-dessus. Puis ça devrait... J'en suis certain. On aimerait que ça sorte en 2025. Mais tu as compris que ce que je disais tantôt, c'était comme promoteur de Télé-Québec. Hein? C'est pas que vous faites pas un bon travail 100%. là. Moi, non, mais on est d'accord que la plateforme est... Je vais employer le terme légèrement désuète par rapport à ce qu'on veut offrir. Fait que tout le monde est au courant et travaille très, très fort pour
Pragmatisme. Hein, et voilà. Ouais. Mais merci beaucoup. Monsieur, allez-y. Parlant de contenu jeunesse, on a un champion gatinois. Je n'aurais pas pu rêver, enchaîner avec... Parce que c'est directement... Je trouve ça beau. Il y a des investissements qui se font en contenu jeunesse. Il y a des investissements qui se font dans les plateformes jeunesse. Et, parallèlement, il y a tout un débat à l'heure actuelle sur l'écran et les enfants. Fait qu'on se positionne où? Puis je trouve que la balado est une réponse vraiment intéressante en passant à ça, c'est-à-dire créer des contenus pour les enfants où, au moment où on ne voudra pas qu'ils soient devant les écrans, peut-être que ça va être intéressant de leur donner des histoires à raconter de façon audio. Mais au-delà de ça, on se positionne où? Au ministère de la Culture par rapport à cet enjeu-là? Puis est-ce que c'est un enjeu qu'on identifie davantage vers les écrans ou c'est un enjeu qu'on identifie davantage vers les contenus américains, dopamine, etc.? Est-ce que les contenus que nous, on fait sont reconnus? Là, on dirait que j'ai le goût de vous pousser une réponse, mais en même temps, je peux vous laisser répondre. Avant de nous donner ton avis, pouvez-vous... Là, Bastien me rappelle que vous ne vous êtes pas présenté, puis on veut savoir... Mais tellement, je m'excuse. Moi aussi, Mon nom, je m'appelle Daniel Coutu, je suis artiste, créateur, scénariste, producteur, puis j'ai une compagnie qui s'appelle Prestigo Média qui fait du contenu jeunesse. T'as oublié de dire magicien. Ouais, je sais. C'est un sideline. C'est ton titre le plus cool, quand même. Je sais, mais dans les affaires de l'industrie, c'est l'affaire que je dis en dernier, mais je devrais le dire en premier devant une crowd d'enfants. OK, je suis magicien d'abord et avant tout. Yeah! Si vous tapez mon nom, vous n'allez pas trouver producteur, vous allez trouver magicien. Voulais-tu réagir? Blague. Puis on l'aime beaucoup, Daniel, c'est une fierté gatinoise, mais... c'est ce que ma mère dit. Mais je pense que je m'en vais là où tu aimerais que j'aille, c'est-à-dire... C'est un sujet délicat, c'est vrai, parce qu'on se bat beaucoup contre l'utilisation du temps d'écran, c'est-à-dire pour le réduire, mais en même temps... je veux dire, quand on était jeune, on écoutait la télé, puis l'écran était déjà là, puis pour certains, peut-être qu'elle était déjà trop présente, mais je pense que ce qui est le nerf de la guerre, c'est ce qui se retrouve sur l'écran, donc comme tu le dis. Puis il y a aussi le contexte qui a peut-être changé un peu, dans le sens où avant, oui, on pouvait écouter la télé tout seul, mais au moins, on était au centre de la maison. Là, moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que mon fils, à qui j'interdis souvent de le faire, qui veut prendre la tablette puis aller écouter ça tout seul dans sa chambre, puis rester là pendant une demi-heure, 1 heure, puis on le voit pas, puis on n'a aucune interaction, on n'entend pas, on peut pas interagir en disant c'est bien drôle, ou on peut pas... Bref, vous savez ce que je veux dire. Fait que, je pense que c'est davantage le contenu, puis si on veut avoir une transmission de la culture, je veux dire, à un moment donné, il faut accepter que les enfants vont en consommer, là, des produits culturels sur les écrans. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, là, c'est sûr qu'il y a les recommandations de la santé publique, tout ça. Moi, je leur laisse ça, ils le font très bien. Mais après, les gens vont continuer d'être devant des écrans. Là. Fait qu'assurons-nous que ce qu'ils ont entre les mains, c'est du contenu. Pas toujours éducatif, là. Tu sais, ça n'a pas toujours besoin d'être éducatif. S'émerveiller, c'est apprendre. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, apprendre par le jeu. Je suis un ancien ministre de la Famille, là, pendant 4 ans. À un moment donné, il faut juste que les gens se voient à l'écran. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils voient nos paysages, qu'ils entendent nos références culturelles, qu'ils entendent notre sens de l'humour. Tu sais, puis je parle souvent de mes fils. Une des plus belles choses qu'il m'a dit, sans s'en apercevoir, au sujet de notre culture et de nos produits culturels, c'est dans les dernières semaines, les derniers mois, on s'est mis à écouter Le Pacte à Télé-Québec. Puis, à un moment donné, parce que là, ils écoutent beaucoup de trucs sur Netflix, où la plupart du temps, c'est des jeunes surfeurs en bédaine, dans des manoirs de Malibu, je sais pas trop. J'ai joué là-dedans. Ouais, OK, man. C'était toi, le gars, en bédaine? C'est moi, en bédaine, mais oui. Mais tu sais, c'est pas notre vie, puis c'est doublé. Parle pour toi. Ah non, regarde, j'ai passé mon tour l'année passée. Puis en tout cas, après qu'il a terminé ton émission, tu sais, on écoute le Pacte, puis là, il me dit, à un moment donné, tout bonnement, il me dit « Hey, papa, ces émissions-là, là, c'est vraiment mes préférés parce que je trouve qu'ils sont comme nous. » Il me dit ça comme ça. Puis tu sais, là, on n'est pas dans, on est dans le nous très inclusif, là, il y a de la diversité, tout ça, mais
mais c'est une école comme on en a ici. Puis c'est des gens qui s'habillent avec leur manteau d'hiver comme ici. Puis c'est l'humour qu'on connaît. Puis tu sais, ça renforce nos... Parler d'école, puis moi, c'est une des grandes inquiétudes parce que l'école, parce que je trouve que le contenu pour fédérer et le contenu pour être ensemble, en tout cas au niveau jeunesse, c'est celui vers lequel on doit tendre parce que les enjeux, c'est beaucoup au niveau de la consommation individuelle du contenu. Fait qu'en ce sens, le cinéma jeunesse, c'est super important aussi. Hein? On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Puis écouter des émissions ensemble, puis écouter de la balado ensemble pour ouvrir des discussions. Mais au-delà de ça... Sais-tu pourquoi on n'en fait pas assez de cinéma jeunesse? C'est-tu la réponse qu'on me donne? Non, mais je suis tout à fait... On me dit parce que c'est pas assez payant. Mais c'est une... Ben voyons, c'est le Et box-office. là, là, moi, je leur dis... dans quel sens? Dans le sens où les billets se vendent moins cher, où ça coûte cher tourner avec des enfants. Puis là, je leur dis, c'est quoi la solution? Je veux dire, c'est pas vrai qu'on n'en fera pas parce que ça coûte trop cher et c'est trop compliqué. Est-ce qu'on peut s'adapter puis être capable? Fait qu'en tout cas, mais ça touche aussi même dans les modèles de production. Pourquoi on fait... Les modèles de production changent complètement. Puis tantôt, je parlais des écoles. Puis quand je parle des jeunes, moi, je parle pas seulement de consommer des contenus, là, des enfants qui consomment des contenus. C'est aussi les jeunes qui sont dans les écoles pour apprendre à faire le métier. Absolument. Puis on apprend le métier actuellement. On apprend un métier du passé. Si je peux me permettre, là, j'exagère peut-être un peu, mais ça ressemble de plus en plus à ça. Puis quand on demande aux grandes maisons de production pourquoi vous vous impliquez pas plus dans la création numérique, bien là, c'est la même réponse que pour le développement jeunesse. Parce que c'est pas payant, parce que c'est difficile à financer, parce qu'ils trouvent pas leur compte. Puis ça devient une obsession à savoir, pour moi en tout cas, à savoir comment, collectivement, ça va-tu prendre un gros clash? Il faut donner une impulsion. Mais tu sais, puis tu as raison, là, quand tu dis, tu étais sur cette lancée-là, de dire ça nous prend des produits, ça fait un peu désincarné, là, mais tu sais, des films. Des œuvres. Des œuvres, ouais, c'est mieux dit. Ça me fait plaisir. Des œuvres venant d'un surfeur Malibu. Magicien. Magicien, mais des œuvres autour desquelles on peut se rassembler, tu sais. Ben, souhaitons-le, puis souhaitons que l'école serve justement à présenter ces œuvres-là, puis en tout cas de transformer le sortons, les écrans des écoles par sortons l'individualisme et les consommations, puis les réseaux sociaux, puis ces choses-là, puis laissons place justement à des œuvres, y compris de la balado, parce que je trouve que la balado est un Moses de bon médium. Il y a un bon compromis entre la consommation d'écran et le numérique. Tout à fait. Voilà. Je vote pour toi, moi. Il se présentait-tu? C'était pas lui qui se présentait tantôt, là? Voilà. Il était... Monsieur, allez-y, puis mais je m'excuse, je l'avais pas vu. Merci. J'ai Bastien qui fait le trafic c'est parfait. Tout un régisseur. Merci beaucoup, Bastien. Je voyais rien aller, moi, là. Vas-y, allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. C'est dur de passer après un magicien, en fait. Surtout quand on est français de France. Vous êtes monsieur? Alors, je m'appelle Marc Guidoni, je suis producteur français. Oui, parce que tu as dit français de France. Oui, avec ce que j'ai dit tantôt. Oui, mais c'est pour ça. Je voulais. Ça fait réagir. Je vous aime beaucoup, là. Non, mais pardon, je te tutoyais, donc je vais vous. Donc, excusez-moi, vous êtes donc, je suis producteur. Oui, OK. Voilà, français, et je suis très heureux. Alors, je veux remercier Transistor Média, grâce à qui on est là, et aussi l'ambassade de France, grâce à qui on est là. En fait, c'est important d'en parler parce que ça va amener à la petite question, à la petite réflexion que je voulais partager avec vous. En fait, l'ambassade de France a pris l'initiative de créer une résidence d'écriture de podcast / balado, pardon, podcast en français, pour démarrer un mouvement. Ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir. Pour démarrer un mouvement qui va permettre de créer une espèce de pont comme ça entre la France et le Canada, la France et le Québec, ou la France et le Canada francophone, on va dire, pour élargir un peu, pour permettre à des contenus d'être coproduits entre nos deux pays. Et la coproduction, on sait, pour les professionnels qui sont là et qui travaillent parfois aussi dans le domaine du cinéma ou de la télé, que c'est un levier essentiel pour permettre d'avoir plus de financement et plus de visibilité des œuvres. Et le message que je voudrais partager avec vous, peut-être dans le travail que vous êtes en train de faire, c'est qu'il serait indispensable que la balado soit aussi éligible pour les coproductions. Il y a par exemple aujourd'hui un traité de coproduction entre la France et le Canada qui existe depuis très longtemps dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Il faut absolument y inclure la balado. Il faut absolument que tous ces outils... Merci.
je pense que je traduis le désir de la profession, hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à votre main. Et j'aurais envie de faire un petit clin d'œil. J'ai vu sur vos éléments de communication que vous étiez à Paris au Festival du Livre il n'y a pas longtemps, que vous avez vu la ministre de la Culture, vous avez même vu notre fantastique président de la République. Donc vous avez, je pense, quelques leviers pour faire passer les messages. Et je voudrais là envoyer aussi un coup de chapeau à la communauté canadienne francophone, c'est que vous êtes en avance par rapport à ce que nous, on est en France, sur la reconnaissance des balados dans le secteur des industries culturelles, l'éligibilité au financement. En France, le CNC, aujourd'hui, c'est, on va dire, notre SODEC pour aller vite, hein. Les balados ne sont pas dans le radar. C'est un truc qui n'est pas vu, ça n'existe pas. Et peut-être qu'ils envisagent que peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans... Donc, continuez à capitaliser sur l'avance que vous avez, parce que, 1, ça fera du bien à votre écosystème et à vos producteurs et à vos auteurs, et 2, ça nous permettra à nous de nous servir de votre exemple pour aller casser le baigneur, c'est l'expression française de France, casser le baigneur de nos décideurs et de nos politiques pour leur dire, les gars, regardez ce qui se passe au Canada, regardez ce qui se passe au Québec, on fait des trucs. Et en s'appuyant sur des outils comme cette fabuleuse résidence qui a été inventée par Frédéric, ici présent, là. Il se cache derrière sa main. Il se gratte. C'est vraiment un outil formidable. Donc, utilisons ça, coproduisons entre nos deux pays. C'est vraiment un outil merveilleux qui est fait pour ça et qui permettra de drainer plus de financement et de donner plus de visibilité aux œuvres. Donc, en gros, on compte sur vous. Voilà. à chaque fois... Ben, ça finit toujours comme ça, tu sais, c'est pas lourd, hein? Non, c'est ça. Est-ce que je peux répondre? Ben oui, okay. Certainement, t'es là pour ça. Mais c'est super intéressant. De là, l'importance de travailler, vous parliez de nos amis du Canada, ben c'est ça, le Québec doit travailler, ça nous fait toujours plaisir au Québec de travailler avec vous. Tantôt, c'était pas effectivement une critique des Français du tout. C'est seulement que parfois, c'est surprenant de voir à quel point nos produits sont pas là puis que les vôtres prennent beaucoup de place. Mais je pense qu'on peut... il faut absolument, puis c'est ce que je disais à Mme Dati, la ministre de la Culture de la française, c'est pour ça qu'on a constitué un comité conjoint de travail sur justement la question de la découvrabilité, de la diversité linguistique de nos œuvres dans l'univers numérique. Donc oui, il faut accentuer le travail. Coproduction, c'est super intéressant. C'est sur ma table de travail, je vous avoue, concrètement, mais... ce que je comprends, puis là, ce dossier-là est nouveau pour moi, mais c'est que ça relève du gouvernement fédéral, donc du gouvernement du Canada. Puisque le Québec doit travailler avec le gouvernement fédéral sur cette question-là, ben, on devra avoir des discussions avec Mme Saint-Onge là-dessus. Il y a Bastien qui va poser une question tantôt, mais avant ça, pendant on parle de fédéral, je m'excuse, Bastien, je vais profiter parce qu'on est dans le sujet. Mme Saint-Onge, j'ai eu la chance, parce que je suis avec mes auditeurs aussi en ce moment, d'avoir une entrevue avec Mme Saint-Onge. Est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que tu as envie de réagir? Est-ce que ça s'est rendu à tes oreilles, les différents propos? Bien, les propos se sont rendus à mes oreilles, oui. C'est pas une entrevue que j'ai regardée dans son intégralité. Ne t'écoutes pas les engagés publics? Bien, ça m'arrive, je te l'ai déjà dit. Je trouve que tu as d'excellentes invités régulièrement. Je t'ai fait une plug là, gratuite. Mais, moi, je regarde. mais c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Mme Saint-Onge est disposée à travailler avec le Québec. Elle travaille pour le Québec, je n'en ai pas de doute. C'est une fière Québécoise. Je pense que ce qu'elle fait, elle le fait pour la culture québécoise notamment. Je ne remets pas du tout ça en doute. Puis je pense qu'elle fait bien son travail. Mais est-ce qu'elle est disposée à travailler avec le gouvernement du Québec? Ça, c'est la question que je lui pose. J'espère que oui. Puis, pour l'instant, j'ai des signaux qui me démontrent qu'il y a cette volonté-là, mais concrètement, on va arriver à des étapes où on va avoir besoin de leur aide, ou en tout cas besoin tu peux pas prendre le téléphone et l'appeler? Ben oui, ben on se parle. Parce que de la façon, moi, quand je parlais avec, pour vrai, j'avais l'impression que la chaise est là, qu'ils viennent s'asseoir. Quelque chose que j'accepterais pas, c'est quelque chose que c'est pas moi, Mathieu, qui vous dit ça, mais c'est le gouvernement du Québec. Par exemple, dans le cadre des consultations du CRTC, par exemple, sur les suites de C11. Ben, lorsque le gouvernement fédéral nous dit qu'on doit essentiellement, si on veut faire valoir notre opinion, prendre un ticket
comme n'importe quel groupe de la société civile, que le gouvernement du Québec doit se mettre en ligne, là, concrètement, avec tout le monde, avec les organismes puis les citoyens qui veulent s'exprimer, puis attendre notre tour, puis là, aller témoigner, ben moi, je refuse. Parce qu'à un moment donné, il faut être capable de se parler de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, puis avoir une relation privilégiée. Si j'ai cette relation-là avec le gouvernement de la France, est-ce que je peux l'avoir avec le gouvernement du Canada? C'est mon souhait. Je veux qu'on travaille ensemble. Je pense que le gouvernement canadien pose des gestes qui sont importants pour la préservation de notre culture, mais c'est pas vrai que l'avenir de notre culture va se décider à Ottawa. C'est à Québec que ça doit se décider d'abord. Puis ensuite, il n'y a pas de consensus à Ottawa sur cette question de la découvrabilité puis de la nécessité pour les gouvernements d'encadrer les plateformes. Regardez la position des différents partis politiques à Ottawa. C'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde. Des élections, c'est fait à l'occasion pour changer de gouvernement. Est-ce qu'il y aura un changement de gouvernement dans les prochaines années? Je ne le sais pas, mais c'est une probabilité. S'il y a un nouveau gouvernement qui est élu, est-ce que... Non, pas du tout, mais s'il y a un nouveau gouvernement qui est élu, est-ce qu'il voudra conserver ces 11? Je peux en douter. Donc, est-ce qu'on peut, au Québec, se donner les moyens? Oui. Avec un projet de loi, on va le faire. Est-ce qu'on a la légitimité de le faire? Tout à fait. Est-ce que le gouvernement fédéral va nous aider? Je le souhaite. Puis s'il ne nous aide pas, j'espère qu'il ne nous nuira pas. Mais je suis un éternel optimiste, puis je pense qu'ils sont de bonne foi. Donc, tu viens de répondre à 3 de mes questions en te les posant toi-même. Bastien, on t'écoute. Nomme-toi quand même. Là. Bonjour, Bastien Gagnon, La France. J'ai travaillé à Télé-Québec, Radio-Canada, Québécois. Aujourd'hui, je suis producteur et réalisateur indépendant de balados, entre autres, et autre chose. Je dis ça parce que ça m'a permis de voir qu'avec le temps, tout ce qui est contenu parlé finit par disparaître des plateformes, que ce soit des changements technologiques où la numérisation ne se fait pas, etc. Et pour moi, ma question serait chargée si je ne le disais pas d'avance, le contenu parlé de ce qu'on fait en balado, en radio aussi, fait partie du patrimoine de qui nous sommes. Ce sont des citoyens qui parlent, ce sont des créateurs de partout au Québec. Et je trouve que ça constitue autant que la littérature, le cinéma, les arts visuels, à définir qui nous sommes. Est-ce que le ministère et le gouvernement considèrent, j'ai 2 parties à ma question, mais ce n'est pas référendaire. Est-ce que le ministère considère que ce qui n'est pas musical, parce que la musique aussi c'est autre chose, mais tout ce qui est parlé et création sonore fait partie du patrimoine québécois? Et si oui, est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer de sa pérennité en ce sens qu'on n'a pas de musée, on n'a pas de BANQ pour les créations audio? Et on est menacé par la disparition selon les plateformes qui décident de ne plus mettre les choses et de ne plus les rendre accessibles. Et même dans le référencement, pour trouver des balados, des fois, c'est super difficile de trouver des trucs, des contenus qui ne sont pas tous réunis à un seul endroit. Il y a des plateformes américaines et scandinaves qui font une partie de la job. Mais bref, je reviens à ma question. Est-ce que les créations sonores font partie du patrimoine tel que le voit le ministère? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de sa pérennité et de le rendre accessible pour toujours? Bien, c'est une maudite bonne question. Là, en voilà une à laquelle j'ai peut-être pas de réponse aujourd'hui, dans le sens où... Donne-nous ton sentiment. Bien, tantôt, on parlait de revoir le financement, d'être plus flexible. Ça, c'est l'idée de base. là. C'est l'idée qui sous-tend la réflexion. C'est l'objectif, en fait, ou un moyen qui sous-tend toute la réflexion qu'on a. Mais une question qu'on se pose, c'est n'importe qui peut enregistrer un balado dans son sous-sol. Donc, par exemple, pour le financement, puis par ricochet pour ce que tu dis aussi, c'est qu'à quel moment est-ce qu'on considère que c'est quelque chose de professionnel qui mérite, nécessite, choisissez le terme que vous voulez, mais un financement public d'une part, puis qui mérite, là je le mets au conditionnel, je n'ai pas de réponse, puis qui mériterait d'être archivé. À un moment donné, si tout le monde décide le film, on ne peut pas faire ça, la chanson de plus en plus, les séries télé, on ne peut pas faire ça. Fait qu'il y a certains remparts naturels pour la télé, le cinéma. La musique de moins en moins, le balado, là, ça pourrait être le Far West aussi. Donc, on est un peu pris avec ça. Fait que je dépose ça dans la réflexion. Puis à votre question, j'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à ça parce qu'on n'a pas encore réfléchi assez, je pense, à ça. Et est-ce que ça fait partie du patrimoine, selon vous, toutes les créations sonores, audio et balado?
Bien, je pense qu'il y en a une partie que oui, là, instinctivement, oui, parce que quand c'est une œuvre qui est réfléchie, là j'entre sur un terrain miné, là, je ne veux pas causer d'incident diplomatique. On est conscient. Mais vous savez ce que je veux dire, là, quand c'est un produit qui est professionnel, là, qui est fait, qui a une démarche, tout ça, moi, je vais vous dire, si je m'installe dans mon sol, puis que je me lance un balado, puis que je dis à peu près n'importe quoi, puis qu'il n'y a personne qui m'écoute, est-ce que c'est du patrimoine? Mais attends, je dirais peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est la même question dans toutes les autres formes d'art aussi. Là. Tout le monde fait de la peinture dans son garage, de la musique avec ses chums, mais quand il y a une démarche qui est faite et que même des grands diffuseurs les mettent sur leur plateforme, là, je dirais que oui. Mais qu'éventuellement, ça disparaît pour des raisons des fois économiques, de curation, de stratégie commerciale, etc. Puis on n'a plus accès à ça, alors qu'il y a eu des heures et des semaines de travail de mis là-dessus. Il y a Radio-Canada fait un gros travail de numérisation puis de métadonnées là, pour justement se créer des archives sur tout ce qui a été, autant à l'audio qu'au film, qui est à l'image. Je sais, c'est terminé, puis j'arrête après ça. C'était la dernière question. Est-ce que le privé et tout ce qui est en train de se faire actuellement a ce qu'il faut pour pouvoir s'assurer que notre patrimoine... Puis quand on parle de patrimoine, évidemment, on parle de choses qui le valent, qui ont une valeur. On aura ce qu'il faut pour pouvoir préserver notre patrimoine. Je pense qu'effectivement, il faut avoir cette préoccupation-là puis s'assurer qu'on va pouvoir supporter cet aspect-là. C'est effectivement une bonne réflexion à avoir. Puis c'est ça, si on s'entend sur le fait qu'effectivement, il y en a qui ont ce mérite-là de faire partie effectivement, de notre patrimoine, puis qu'on mérite de les archiver puis de les garder. Si on s'entend sur le fait qu'il y a une distinction dans les œuvres, je pense que oui, tout à fait. Mais là, après, c'est un vrai défi. Là. Regardez ce qui s'écrit ces jours-ci sur le cinéma. Ce que je vous dis, que je répète depuis des années. Moi, ce qui m'a frappé, c'est À hauteur d'homme, le documentaire qui suivait Bernard Landry dans une campagne qui s'annonçait gagnante. Puis finalement, ça a été la catastrophe, tout ça sous l'œil d'un vidéaste. Je voulais revoir ça. Disponible nulle part. Je dis, voyons, ça n'a aucun bon sens. Puis là, ça sort, là, des films qui ont gagné, à l'époque, c'était les Jutras, qui ont gagné le Jutra du meilleur film de l'année, on les retrouve nulle part. Fait que si les films ont ce défi-là, je comprends que c'est d'autres choses, c'est des enjeux de distributeurs, la propriété du film, les droits, tout ça, mais tu sais, il y a un défi, là. BANQ, en ce moment, a un défi de numérisation. Fait que c'est pas facile, mais sur le principe, l'opération est peut-être pas facile, mais sur le principe, je suis assez d'accord, oui. Bon, bien, c'est tout le temps dont on disposait. Puis Julien, écoute, c'est M. le ministre en personne là, qui prend le temps. Donc, je peux pas faire autrement que lui laisser. De toute façon, c'est son horaire. Hein, il est 4 heures, on a respecté notre temps. C'est ça, mais c'est pas mon horaire, c'est votre horaire. C'est ça, exactement. Laurence, est-ce qu'on peut continuer? Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci, toujours un plaisir. Merci, Mathieu. À bientôt. Là, vas-tu mettre à bientôt. un délai? Là, Pascal Saint-Onge et Mathieu Lacombe ensemble dans le même studio. T'es pas game. Je suis game. T'es pas game. Moi, je confirme tout de suite ma présence. Voilà, vous l'aurez entendu directement ici dans le balado des engagés publics. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode. C'est Denis Martel qui est au micro. Je suis au Festival de Transistor devant plein de gens. Encore une fois, merci au festival. Puis, on se retrouve pour un autre épisode. Vous savez nous écouter, on est sur toutes les plateformes, mais aussi sur Cube Radio et aussi à la télé de Cube. Ça, je sais que ça fait gricher des dents des gens du balado quand on sait que les balados sont aussi à la télé. Donc, merci beaucoup, puis on se retrouve pour un prochain épisode.